11 mars 2011, le jour où un tsunami provoque l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire. On se souvient tous de ces images spectaculaires et dramatiques. Aujourd'hui, que reste-t-il de Fukushima? Le Japon, qui un temps voulait sortir du nucléaire, semble faire marche arrière. Et en France, y a-t-il eu un impact chez nous? Francis Saurin est notre invité. Francis Saurin, bonjour. Bonjour. Alors, on va le préciser, vous êtes porte-parole de la Société française d'énergie nucléaire. Oui. C'est une association qui a pour objet de favoriser les progrès des sciences et des techniques nucléaires et donc d'aussi informer sur cette énergie, informer le grand public. Déjà, que s'est-il passé il y a 2 ans? Comment on peut expliquer une telle défaillance des centrales après ce tsunami? Il y a 2 ans, il s'est passé la conjugaison de 2 phénomènes naturels d'une violence extrême, un tremblement de terre dont la violence a été phénoménale, et un tsunami provoqué par ce tremblement de terre. Et ce tsunami, d'une ampleur extraordinaire, puisque la vague qui est arrivée sur le site de la centrale de Fukushima faisait près de 15 mètres de haut, attendu que la digue de protection de la centrale était de 6,50 mètres. Donc tout le site de Fukushima a été inondé, et les 2 fluides essentiels au bon fonctionnement de la centrale, l'électricité et l'eau, ont été interrompus brusquement. C'est ça qui a causé l'accident. Ça n'aurait pas pu être évité ? Alors, on aurait pu l'éviter. Il y a certains réacteurs en bord de mer qui ont été protégés du tsunami par un mur de protection suffisamment haut. Ça aurait pu être évité, évidemment, à Fukushima, par un mur de protection un peu plus haut. Mais ça n'a pas été le cas. Évidemment, il y a eu de nombreuses questions au sujet de la sécurité de ces centrales. Et les risques ont été jugés trop importants, d'où la décision du gouvernement japonais à l'époque d'abandonner la construction des nouvelles centrales. Écoutez. Suite à l'accident de Fukushima, il y a un peu plus d'1 an, nous avons pris conscience que la population japonaise désirait une société qui ne dépende plus de l'énergie et des centrales nucléaires. Notre position est donc de réduire la dépendance du Japon sur le long terme. Nous ne pouvons plus reporter cette décision à demain. Et oui, parce que les Japonais étaient devenus très méfiants envers le nucléaire. À chaque accident, finalement, on se pose toujours les mêmes questions, les questions de sécurité. On voit que l'image du nucléaire est extrêmement mauvaise et que l'opinion publique, finalement, en a peur. L'image du nucléaire s'est dégradée. Si vous prenez le sondage international de Gallup, fait quelques semaines après l'accident, vous constatez qu'au niveau mondial, le sondage a été fait dans 24 pays, vous constatez qu'au niveau mondial, dans ces 24 pays, en moyenne, le nucléaire a perdu 8 points. Au Japon, il s'est effondré, il a perdu à peu près 26 points. En France, ça a été à peu près comme la moyenne mondiale, c'est-à-dire le nucléaire a perdu 8 points dans son approbation, acceptation, etc. Et on peut comprendre la réaction du Premier ministre japonais disant il faut que le Japon essaye de trouver les voies d'une autre manière de s'approvisionner en électricité. Mais il y a une chose qu'il faut bien voir, le Japon, comme la France, n'a pas de matières premières énergétiques dans son sous-sol. Ce qui fait qu'il doit les acheter à l'étranger. C'est encore une question d'argent. Oui. Quel est l'impact de cette catastrophe sur le nucléaire français? Alors, sur le nucléaire français, d'abord, il y a une ou 2 choses qu'il faut préciser. C'est que nos réacteurs en France n'ont rien à voir avec les réacteurs du type Fukushima, qui ont été conçus dans les années 1970, qui sont vraiment les tout premiers d'une série qu'on appelle réacteurs à eau bouillante. En France, nous avons des réacteurs qu'on dit à eau sous pression et qui diffèrent très sensiblement, notamment sur le plan de la sûreté, de ce réacteur japonais. Il est probable que dans ces mêmes circonstances, un réacteur nucléaire en France aurait eu un accident avec des conséquences beaucoup plus limitées. Cela dit, il faut tenir compte des enseignements de Fukushima et qu'est-ce que Fukushima nous enseigne. Il nous enseigne qu'il est possible que les 2 fluides dont je parlais tout à l'heure, que brusquement l'électricité et l'eau, qui sont absolument nécessaires, c'est des éléments vitaux pour le bon fonctionnement sur une centrale nucléaire, viennent à manquer. Et que ce manque intervienne de façon tout à fait inopinée et de façon extrêmement grave et sérieuse. Comment faire
pour remédier à cela. C'est toute la démarche de la sûreté nucléaire française, entreprise depuis Fukushima, mais entreprise déjà bien avant, hein, parce qu'il faut voir que l'EPR, notre réacteur de troisième génération, répond un petit peu à ces questions. Toute la démarche, comment, dans le cas d'une perte d'eau et d'une perte d'électricité, comment gérer cette situation accidentelle sans qu'elle ait de conséquences. C'est le défi des spécialistes français de sûreté. Aujourd'hui. Et il y a toujours effectivement cette question de sécurité qu'on n'abandonne jamais. Justement, on va écouter à ce propos Nicolas Hulot et Noël Mamère qui s'exprimait à l'époque juste après la catastrophe. Je pense qu'avec Fukushima est tombé définitivement le mythe que le nucléaire est une énergie sans risque. Je ne suis pas pour une société qui ne prenne pas de risques, mais je pense que quand on n'est pas capable de maîtriser les conséquences des risques, il faut en tirer des leçons. Ce qui n'est pas négociable, c'est le maintien du nucléaire. Donc, il faut qu'il y ait un compromis acceptable entre les socialistes et les écologistes pour une sortie programmée et progressive du nucléaire. C'est ce qu'on dit depuis longtemps. C'est une énergie risquée, il faut sortir du nucléaire? Alors, les risques du nucléaire, ils existent. La SFEN ne les a jamais niés. Mais il faut voir plusieurs choses tout de même. Ça fait à peu près 50 ans en France qu'on utilise le nucléaire et à une échelle très importante. Il n'y a jamais eu un accident mettant significativement en cause ou l'environnement ou la santé des populations riveraines. Il faut voir aussi que la sûreté des centrales, c'est quelque chose qui est en permanente évolution. On a appris de l'accident de 3 Mile Island aux États-Unis, on a appris de l'accident de Tchernobyl, on apprend de l'accident de Fukushima. Et il est tout à fait vraisemblable que les prochains réacteurs qui vont être construits dans d'autres pays que la France. La France construit un EPR à Flamanville. D'autres pays, il y a 64 réacteurs nucléaires actuellement construits au niveau mondial, que les dispositions de sûreté vont tenir compte de ce qui s'est passé à Fukushima. La sûreté s'améliore en permanence. Cela dit, un accident grave reste toujours possible. Ça n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. D'où cette question. Pourquoi ne pas plutôt favoriser les énergies renouvelables? Parce que les énergies renouvelables, elles ont leur mérite, évidemment, mais elles ont leurs limites. Elles ne peuvent pas, étant donné leur faible concentration de puissance. Il faut d'énormes espaces pour produire un petit peu d'énergie. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Et surtout, l'éolien et le solaire sont des énergies intermittentes. Vous ne savez jamais quand vous allez pouvoir obtenir de l'énergie de la part d'une éolienne ou de la part du solaire. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas les développer, il faut les développer. Mais en l'état actuel des technologies, elles ne peuvent pas remplacer les combustibles fossiles et le nucléaire. On ne peut pas se passer, selon vous, du nucléaire? Pour l'instant, dans l'état actuel des technologies, on ne peut pas se passer du nucléaire. Il y a 2 raisons au niveau mondial qui militent pour son développement. Première raison, les combustibles fossiles, pétrole et gaz, sont en voie de raréfaction. Bien. Donc ils deviennent de plus en plus chers. Donc le nucléaire est un gage de sécurité d'approvisionnement. Et la deuxième raison, une raison environnementale, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, il n'émet pas de CO2 et permet donc de lutter contre le réchauffement climatique, comme les énergies renouvelables d'ailleurs, qui n'émettent pas de CO2 non plus. Je crois que la clé de notre avenir énergétique, que ce soit en France ou au niveau mondial, c'est de conjuguer l'apport des énergies renouvelables et l'apport du nucléaire, énergie non carbonée, et évidemment de faire des économies d'énergie, d'instaurer une véritable sobriété énergétique. Et de continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup Francis Sora d'être venu donc pour faire le point sur Fukushima 2 ans après. Merci. L'info continue sur LCI.